Il y a des lieux qui s'accrochent à nous, même longtemps après les avoir quittés. Des endroits qui semblent disparaître de la surface du monde, mais qui continuent de vivre dans nos souvenirs, dans nos cauchemars, et parfois qui reviennent frapper à notre porte quand on s'y attend le moins. Camp Greenlaw était l'un de ces lieux. Pour beaucoup d'enfants, ce n'était qu'une colonie d'été comme les autres. Cabane en bois, feu de camp, jeux nocturnes et baignades glacées dans le lac, mais pour nous, pour Max, Annie et moi, c'était plus que ça. C'était l'endroit où notre amitié était née, où nous avions construit des souvenirs qui semblaient indestructibles. Des années plus tard, Camp Greenlaw n'existait plus que comme une cicatrice dans la forêt. Les cabanes s'étaient effondrées, les docks pourrissaient sous l'eau, et les rires des enfants avaient disparu, remplacés par le silence. Mais ce silence, nous allait-il vraiment nous laisser partir ? Avant de plonger dans cette histoire, je t'invite à t'installer confortablement, à éteindre les lumières et à te laisser guider par ma voix. Et surtout, si tu aimes les récits d'horreur immersifs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Nuit d'horreur. Ici, chaque semaine, je t'emmène là où les ombres respirent encore, là où le passé refuse de mourir. Maintenant, écoutons ce qui est arrivé lorsque nous avons eu la folie de retourner à Camp Greenlaw. Tout a commencé un soir ordinaire. J'étais dans ma chambre, plongé dans mes habitudes, lorsque mon téléphone vibra. C'était un message de Max accompagné d'un lien vers une vidéo. Un drone survolait un coin de forêt oublié et soudain, mon cœur se serra. L'image était floue, tremblante, mais je reconnus immédiatement l'endroit. Camp Greenlaw. La caméra passait au-dessus des cabanes éventrées et réduites à de simples carcasses de bois. Les docks s'effondraient dans l'eau comme des squelettes de métal rouillés. La nature reprenait possession des lieux. Tout ce qui avait fait battre nos cœurs d'enfants, les chants autour du feu, les nuits blanches sous les étoiles, les courses folles dans les bois, semblaient balayées par le temps. Je restais figé, une étrange douleur dans la poitrine. C'était comme revoir une maison d'enfance après qu'elle ait brûlé. On reconnaît chaque contour, chaque souvenir, mais tout est défiguré, froid, presque hostile. Quelques secondes plus tard, Annie écrivit dans notre groupe « Je crois que ça me manque ». Max répliqua aussitôt, fidèle à lui-même « Tu veux dire que les douches glacées et les insolations te manquent ?» Mais Annie insista « Non, ce qui me manque, c'est ce que ça représentait, avec vous deux. » Un silence suivit. J'avais écrit quelque chose, mais j'avais effacé avant d'envoyer, comme si les mots n'arrivaient pas à suivre la vague de souvenirs qui m'envahissait. Puis, Max balança la phrase qui allait tout changer. « On devrait y retourner. » Annie répondit aussitôt. « Sérieusement ?» Et lui, « Oui, pourquoi pas. Une seule nuit, comme avant, on campe, on allume un feu, on raconte des histoires. » Au début, j'ai cru qu'il plaisantait, mais l'idée me hanta toute la soirée. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas revivre un morceau de ce que nous avions perdu ? Finalement, Annie céda contre-cœur. « Très bien, mais si jamais il pleut, je dors dans la voiture. » Et tout était décidé. La route jusqu'au camp me sembla interminable. Les arbres bordaient l'asphalte comme des gardiens silencieux. Quand j'arrivais enfin, la lumière tombait doucement derrière les collines et le vent portait déjà cette odeur humide de mousse et de bois pourri. La première que je vis fut Annie. Sa voiture était garée de travers sur l'ancien chemin de gravier juste à l'orée de la végétation qui reprenait ses droits. Elle m'attendait dehors, les bras croisés, l'air contrarié. « Tu es en retard !» lança-t-elle sans même lever les yeux. « Ou alors, toi, tu es trop en avance !» répondis-je avec un sourire. Elle esquissa une grimace, puis un petit sourire en coin. Les années avaient passé, mais Annie restait Annie, organisée, prudente, toujours sur la défensive, mais avec une chaleur qui perçait malgré elle. Nous n'avions eu le temps de dire plus que déjà
Le rugissement d'un moteur nous fit tourner la tête. Max débarqua dans sa vieille voiture brinque-ballante, se garant en diagonale comme si le camp lui appartenait encore. Il sortit en claquant la portière, un chewing-gum dans la bouche et ce sourire insolent qu'il n'avait jamais perdu. « Bon, ok, j'ai pris la route panoramique. 2 fois, j'ai cru voir un ours. » Il rit. « Bon, ok, une fois, c'était juste une souche, mais l'autre, je suis sûr que c'était un ours. » C'était exactement lui. Déjà en train de faire des blagues alors que le lieu, lui, imposait le silence. La nuit tombait doucement lorsque nous nous avançâmes vers ce qui restait du camp. Les arbres avaient envahi les sentiers, les cabanes, autrefois solides, semblaient pliées sous le poids des années. Les docks s'effondraient dans l'eau comme des squelettes de métal rouillé. La nature reprenait possession des lieux. Tout ce qui avait fait battre nos cœurs d'enfants, les chants autour du feu, les nuits blanches sous les étoiles, les courses folles dans les bois, semblaient balayées par le temps. Nous sommes arrêtés, silencieux. Le cœur battait fort, comme si nous venions de réveiller quelque chose de dormant. Max fut le premier à rompre ce silence. « Bon, qui est partant pour des marshmallows ?» Et juste comme ça, tout semblait revenir. Les blagues, les rires, la chaleur fragile de ce qui restait de notre enfance. Nous nous sommes installés autour du vieux cercle de pierre. Le temps avait fait s'enfoncer légèrement les bancs de bois, mais ils tenaient encore. Les pierres, noircies par d'anciens feux, semblaient nous attendre, comme si le camp savait que nous reviendrions un jour. Max vida son sac avec le même enthousiasme qu'un gamin. Un paquet de marshmallows, des biscuits, une vieille enceinte et même une boîte de crackers qu'il avait déjà entamée. Annie secoua la tête, amusée malgré elle. Moi, j'avais apporté quelques tiges en métal pour rôtir les marshmallows. Nous retrouvions sans peine nos rôles d'autrefois. Max, le clown qui faisait trop de bruit, Annie, la conscience pragmatique, et moi, celui qui observait, qui tentait d'équilibrer le tout. Annie s'agenouilla près du cercle, balayant les feuilles mortes et les cendres anciennes d'un geste concentré. Ses doigts frottaient la terre, comme si elle voulait réveiller la mémoire du lieu. Bientôt, le feu prit, et la flamme vacillante éclaira nos visages. Le crépitement du bois nous ramena des années en arrière. Le froid de la soirée se repoussa doucement, remplacé par cette chaleur intime et fragile. Max, fidèle à lui-même, carbonisa son premier marshmallow et sans hésiter l'engloutit en 2 bouchées théâtrales. « Le secret, c'est d'aller droit au but », plaisanta-t-il, les lèvres encore noircies par le sucre brûlé. Annie éclata de rire et, méthodiquement, fit dorer son lucin à perfection. Elle l'observa avec fierté avant de le croquer délicatement. Moi, je laissais le temps faire son travail, hypnotisé par la flamme. Nous parlâmes peu au début. Le feu imposait son rythme et le silence avait quelque chose de rassurant. Puis, lentement, les souvenirs émergèrent. « Vous vous rappelez du jeu ?» demandai-je, la voix basse, presque hésitante. Max leva un sourcil. « Quel jeu ? Statues et chansons ?» Un sourire passa sur le visage d'Annie. Elle hocha la tête, ses yeux brillant à la lumière des flammes. « Bien sûr que je m'en souviens. C'est Reed qui l'avait inventé. Tu te souviens, le moniteur ?» Max éclata de rire. « Évidemment que tu te rappelles de son nom. Annie, la mémoire vivante de Camp Greenland. »« Quelqu'un devait bien se rappeler des règles, » répondit-elle en haussant les épaules. Le souvenir nous revint par fragments. Un joueur tournait le dos à l'équipage, fredonnant une mélodie. Les autres devaient avancer vers lui, mais au moment où il cessait de fredonner et se retournait, il ne fallait plus bouger. Le moindre geste, et c'était l'élimination. Max, comme toujours, se défendait d'avoir triché. « J'avais juste des tactiques. » Annie le frappa doucement avec sa brochette en métal. « Des tactiques ? Tu m'as poussé 2 fois. Les grands joueurs utilisent tous les moyens. Tu devenais trop confiante. J'avais 8 ans, Max. » Il éclata de rire, imité par moi. Pendant quelques minutes, c'était comme si nous n'avions jamais quitté ce camp.
Les voix, les flammes, même les ombres autour de nous semblaient faire partie du souvenir. Mais ce moment fragile se brisa d'un seul coup. D'abord, ce fut discret, un son qui se mêla au crépitement du bois, un sifflement, une mélodie. Annie redressa la tête immédiatement. « Ok, très drôle, Max. Tu as planqué ton enceinte quelque part. »« Mais non, j'ai même pas de batterie. » Il leva son téléphone pour prouver qu'il était presque éteint. Je fronçai les sourcils. « Tu n'as rien programmé, Annie ? » ?»« Sérieusement, tu crois que je traîne une enceinte dans mon sac ?» répliqua-t-elle agacée. Le sifflement revint. Clair, précis. C'était exactement la mélodie du jeu dont nous venions de parler. Max nous regarda tour à tour, cherchant le complice. Mais il n'y avait aucune complicité, juste ce son, qui flottait entre les arbres. Nous restâmes silencieux. Le bois crépitait, les flammes dansaient, et ce sifflement revenait, toujours le même, toujours plus présent. Max tenta de détendre l'atmosphère. « Bon, si c'est une blague, elle est plutôt réussie, alors qui a envie de jouer ?» Son sourire se voulait provocateur, mais je vis dans ses yeux une inquiétude qu'il n'avait jamais su totalement cacher. Annie croisa les bras, secoua la tête. « Tu n'es pas sérieux ?»« Quoi, tu as peur ?» répliqua-t-il avec un faux air moqueur. Mais moi, je sentais déjà que quelque chose avait changé, que ce retour à Camp Greenlaw n'était plus seulement une nostalgie innocente, que le camp nous avait attendus et qu'il voulait plus que des souvenirs. La clairière s'ouvrait devant nous, semblable à un amphithéâtre naturel, encerclé par les arbres qui semblaient se pencher, avides de voir ce qui allait se passer. C'était l'endroit exact où, autrefois, nous avions joué à statues et chansons. Un cercle de pierre, à moitié enfoui sous la terre et l'herbe, marquait toujours les limites du jeu. Nous étions 3 encore, avançant d'un pas incertain. Et au cœur de la forêt, le sifflement continuait, précis, entêtant. Max était le premier à sourire, cherchant à briser la tension. « Allez, un petit tour pour rigoler. C'est sûrement juste un campeur avec de mauvaises habitudes. » Mais ses épaules raides trahissaient son malaise. Annie, elle, n'avait pas ce masque. Elle fronçait les sourcils, serrant ses poings comme si elle voulait retenir son corps de trembler. « Max, ce n'est pas drôle. Pas ici. Pas maintenant. »« Quoi, tu vas me dire que tu n'as pas envie d'essayer ? Juste un pas ou 2. » Je n'avais rien dit. J'avais envie de partir, de faire demi-tour, mais la clairière semblait nous aspirer, comme si franchir ce cercle de pierre était inévitable. Alors, nous avons joué. Le sifflement s'interrompit net. Comme jadis, nous avons figé nos corps. Max, le sourire encore accroché à ses lèvres, leva un pied, l'air théâtral comme un gamin. Annie se tourna légèrement, ses yeux cherchant les miens. Elle souffla, à peine audible. « C'est ridicule. » Puis, le sifflement reprit, et nos corps, comme par réflexe, se mirent à avancer. La nostalgie s'était transformée en malaise. Nos pas crissaient sur l'herbe sèche, chaque mouvement amplifié par le silence autour. Max riait nerveusement, accélérant pour prendre de l'avance. Annie, sérieuse comme toujours, se lança dans la course comme si la victoire était une question de vie ou de mort. Sa longue tresse fouettait son dos à chaque pas. « Elle va gagner !» je dis en voyant son avance. « Pas si j'arrive avant elle !» lança Max en forçant sa foulée. Puis, tout bascula. Max, fidèle à lui-même, tendit la main et poussa Annie, pas violemment, juste assez pour la déséquilibrer. Elle trébucha, bascula en avant, et c'est à cet instant que le sifflement s'arrêta. Ce qui suivit fut inimaginable. Le corps d'Annie se figea comme si des fils invisibles la tiraient de toutes parts. Sa colonne vertébrale se tordit d'un coup sec, dans un craquement qui glaça mon sang. Ses bras se tendirent vers l'extérieur, ses doigts crispés, et sa nuque se rejeta brutalement en arrière. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres se figèrent dans une expression d'effroi muet. Puis, le bruit. Un craquement humide, violent, comme si quelque chose s'était rompu à l'intérieur de son corps. Et elle s'effondra, inerte. « Annie !» hurlai-je en courant vers elle. Max, pétrifié, restait figé, ses bras encore tendus comme si le temps n'avait pas repris. Son sourire moqueur s'était dissous,
remplacé par un masque de panique. « Non, non, je n'ai pas poussé si fort, je te jure que je n'ai voulu pas. » Mais le sifflement reprit. Nous nous sommes figés de nouveau, comme des pantins brisés, les muscles raidis par la peur. Le son se glissait dans nos os, un air d'enfance devenu sentence. Et c'est alors que je compris. Ce n'était pas Max, ce n'était pas moi, ce n'était pas un accident. C'était le jeu. Le jeu avait repris possession de nous. Le silence qui suivit la mort d'Annie était insoutenable. Max, toujours figé, finit par s'arracher à sa stupeur et recula de quelques pas, les mains tremblantes, son visage inondé de sueur. Ses yeux ne quittaient pas le corps disloqué d'Annie, étendu dans l'herbe comme une poupée brisée. « Non, non, ce n'est pas moi, » bredouilla-t-il. « Je n'ai pas poussé si fort. » Sa voix se brisa en un sanglot étranglé. Il s'agrippa à ses cheveux, tournant en rond comme un animal pris au piège. C'était une blague. Elle devait juste tomber, se relever et râler comme toujours. Pas ça. Moi, je restais pétrifié, les mains encore posées sur le corps sans vie d'Annie. Mes doigts refusaient de lâcher, comme s'ils cherchaient à rappeler une chaleur qui s'était déjà envolée. « Max, » soufflai-je d'une voix tremblante, « tu l'as tué. » Il leva les yeux vers moi, les lèvres entr'ouvertes, et ce que j'y vis n'était pas seulement de la peur, mais une horreur viscérale, animale, celle de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il n'y a plus de retour possible. Mais soudain, le sifflement revint. Ce même air, obsédant, qui flotta entre les troncs, comme si la forêt elle-même se jouait de nous, et tout notre corps se raidit à nouveau. Nous n'étions plus maîtres de rien. Je le compris au moment où Max franchit le cercle de pierre, tentant de fuir. Son pied venait à peine de franchir la limite que son corps se cambra violemment en arrière. Sa colonne se tordit dans un craquement sec. Ses bras battirent l'air dans un geste désespéré, comme s'il essayait d'attraper quelque chose pour se retenir. Ses pieds quittèrent un instant le sol, suspendus par une force invisible qui le tirait vers le ciel. Puis vint ce bruit. Ce craquement sourd, implacable. Sa nuque céda dans un angle monstrueux. Son corps se replia sur lui-même avant de s'écraser face contre terre, juste à la lisière du cercle. Le silence retomba. J'étais seul. Le feu au loin projetait encore une lueur vacillante, indifférent à ce qui venait de se produire. Annie gisait là, tordue et froide. Max venait de rejoindre ce cercle infernal. Et moi, j'étais prisonnier du jeu. Je sentis une vague glacée parcourir mon échine. Mes pensées s'entrechoquaient, ma respiration se hachait, mais une seule certitude s'imposa, brutale et claire. Si je voulais survivre, je devais jouer. J'étais pris au piège d'un rituel ancien, d'une règle invisible que nous avions réveillée en riant, en parlant trop fort de nos souvenirs. Le jeu n'avait pas besoin de notre consentement, il avait besoin de nos vies. Je restai figé, les muscles tendus à l'extrême, alors que le sifflement reprit encore une fois, comme une mélodie d'enfant fredonnée par un souffle venu d'ailleurs. Je déglutis difficilement, le regard fixé sur l'obscurité devant moi. Mes jambes tremblaient, mes mains étaient moites, mais je savais qu'il fallait avancer, pas fuir. Avancer, jusqu'au bout, jusqu'à cette chose qui sifflait dans la pénombre. Alors lentement, avec la peur nouée dans ma gorge, je fis mon premier pas. Le sifflement recommença, obsédant, mécanique, comme s'il respirait à travers les arbres. Chaque note semblait vibrer dans mes os, s'accrocher à mes nerfs, m'arracher à mes souvenirs pour m'enfermer dans ce présent cauchemardesque. Je posais un pied en avant, un autre. Mon corps entier tremblait, mais la règle était simple. Avancer quand le sifflement jouait, s'immobiliser quand il cessait. Comme quand nous étions enfants, sauf qu'aujourd'hui, une erreur signifiait la mort. À chaque arrêt, je sentais mes muscles se tétaniser, mes jambes sur le point de céder. Mon souffle s'arrêtait net, mon cœur battait si fort qu'il me donnait l'impression de trahir ma présence. J'entendais encore les rires d'Annie, les blagues de Max, comme des échos cruels qui se heurtaient au silence glacé. Puis, ce fut la chute. Mon pied heurta une racine, mon équilibre se brisa et je m'effondrai lourdement sur les mains et les genoux.
La douleur explosa dans ma cheville, une brûlure fulgurante qui me coupa le souffle. Le sifflement s'interrompit aussitôt. Je restais figé, paralysé, le visage presque contre la terre, priant que mes muscles ne tremblent pas. La moindre convulsion, le plus petit spasme, et je savais que mon corps subirait le même sort que celui de mes amis. Le silence dura une éternité. Enfin, le sifflement reprit. J'osais relever la tête, les dents serrées, et je me remis debout tant bien que mal. Ma cheville ne portait plus mon poids, chaque pas était une torture, chaque arrêt une agonie, mais j'avançais. C'est alors que je l'ai vu. Au loin, dans l'obscurité, se tenait une silhouette, immobile, grande, décharnée. Ses bras pendaient le long de son corps, mais ce qui m'horrifia le plus, c'était son thorax. À chaque respiration, l'air passait à travers des fentes béantes entre ses côtes, comme un instrument creusé dans la chair. Et c'était de là que sortait le sifflement, un son organique, viscéral, qui glaçait le sang. Je détournais le regard, incapable de soutenir la vue, mais les règles étaient claires. Pour gagner, il fallait atteindre le meneur, le toucher comme autrefois. Chaque sifflement me rapprochait. 10 mètres, 8, 5. Mon corps était secoué de tremblements, ma cheville brûlait, mais j'avançais. Enfin, j'arrivais à portée. Ma main, moite de sueur, se tendit dans l'obscurité. Je n'osais pas ouvrir les yeux, je ne voulais pas voir, je ne voulais pas graver son image dans ma mémoire. Alors je les fermais et je posais mes doigts contre quelque chose de solide. Un tronc d'arbre. Le sifflement s'arrêta net. Je rouvris les yeux incrédule. Devant moi, il n'y avait plus de silhouette, juste un arbre, massif, rugueux, indifférent. Mais en me retournant, l'illusion se brisa. Au loin, près du feu qui mourait, gisaient toujours les corps de mes amis. Annie, brisée, Max, tordu, la forêt les recouvrait déjà d'ombre, comme s'il voulait les engloutir. Je tombai à genoux, mes jambes cédant enfin sous la douleur et le chagrin, et ce fut seulement là que la réalité me frappa de plein fouet. J'avais survécu. Mais à quel prix ? Je me mis à pleurer de rage, de douleur, de culpabilité, pour Annie et Max, pour ce jeu que nous n'aurions jamais dû jouer, pour ces souvenirs d'enfance que nous avions profanés en revenant ici. Et au milieu de mes sanglots, une pensée froide me traversa. Le jeu ne s'arrête jamais vraiment. Je traînais ma jambe douloureuse à travers la clairière, chaque pas m'arrachant une grimace. La douleur de ma cheville n'était rien comparée à celle qui me broyait la poitrine. Chaque souffle était une lutte, chaque pensée un poids insoutenable. Quand je franchis de nouveau le cercle de pierre, l'air sembla s'alléger, mais ce n'était qu'une illusion cruelle. Le feu brûlait encore, crépitant doucement comme si rien ne s'était passé. Sa chaleur m'enveloppa un instant, dérisoire face au froid de la nuit. Et là, ils étaient toujours là. Annie, Max. Leurs corps déformés gisaient exactement là où ils étaient tombés. La lumière du feu dansait sur leurs visages figés, rendant leurs yeux vitreux presque vivants, comme si, à tout moment, ils pouvaient se relever et éclater de rire, me dire que tout ça n'était qu'une farce de plus. Mais je savais. Le silence pesant de la forêt, la rigidité de leurs membres, rien n'était fin. Ils étaient partis. Je tombais lourdement à genoux, incapable de soutenir leur vue. Mes mains se crispèrent contre la terre, mes ongles s'enfoncèrent dans le sol humide, et soudain, tout me rattrapa. Je pleurais. Des sanglots bruyants, incontrôlables, arrachés du plus profond de ma poitrine. Je pleurais pour Annie, qui avait toujours été notre boussole, trop sérieuse, mais toujours là. Je pleurais pour Max, agaçant, bruyant, mais incapable de supporter le silence. Je pleurais pour nous trois, pour notre amitié, pour ce camp qui avait dévoré nos souvenirs pour les transformer en cauchemars. Je pleurais aussi pour moi, pour ma survie, parce que, quelque part au fond de moi, je savais que je ne devais ma vie qu'à une règle cruelle, pas à ma force, pas à mon courage, juste au fait que j'avais obéi. Et plus je pleurais, plus une certitude glaciale se renforçait. Le jeu ne nous avait jamais quittés. Nous pensions revenir par nostalgie, pour revivre des instants d'enfance, mais peut-être que tout ce temps, ce lieu nous avait attendus.
Peut-être que Camp Greenlaw n'aurait été qu'un décor, que le véritable maître des lieux, c'était ce jeu, et que ce soir, il avait réclamé son tribut. Je relevais la tête vers les ténèbres, la forêt bruissait doucement. Plus de sifflements, plus de silhouettes, mais je sentais une présence, tapie dans l'obscurité, patiente, satisfaite. Je m'effondrais enfin contre la terre, vidé, les yeux gonflés par les larmes. Le feu continuait de crépiter, indifférent, et une pensée, la plus terrible de toutes, s'imposa. Je ne pourrais jamais raconter cette nuit, car qui me croirait? Qui accepterait qu'un simple jeu d'enfant ait pu briser 2 vies et en épargner une seule? Alors je restais là, recroquevillé, prisonnier du souvenir avec une seule certitude. Camp Greenlaw ne m'avait pas laissé partir. Pas vraiment. Le silence s'installa lourdement autour de moi. Le feu crachotait encore, mais ses flammes faiblissaient, avalées par l'humidité de la nuit. Les ombres s'étiraient sur les troncs et parfois j'avais l'impression qu'elles se déplaçaient seules, sans lien avec la lumière. J'essuyais mes larmes d'un revers de manche, mais elles revenaient, obstinées. Je voulais fuir, rejoindre ma voiture, quitter cette forêt et ne jamais revenir. Mais au fond de moi, une peur plus profonde m'interdisait ce geste. Car si je franchissais les limites du camp, est-ce que je subirais le même sort que Annie et Max? Un craquement résonna derrière moi. Une branche qui se brisait. Je me retournai d'un bond, le cœur au bord de l'explosion. Rien. Juste la forêt, calme et muette. Mais alors, un son, faible, presque imperceptible. Un souffle. Pas un sifflement, non. Plutôt une respiration rauque, qui passait à travers des fentes invisibles. Comme si la chose, là-bas, dans la clairière, n'avait jamais vraiment disparu. Comme si elle m'attendait encore. Je me mis à trembler, mes yeux fouillant les ténèbres. Chaque ombre était suspecte. Chaque mouvement du vent dans les branches me donnait l'impression d'être observé. « C'est fini », murmurai-je pour me convaincre. « C'est fini ». Mais la vérité, je la connaissais. Le jeu ne s'arrêtait pas parce que j'avais survécu à une manche. Non, le jeu attendait. Comme une flamme qui couve sous la cendre, il patientait, prêt à s'enflammer de nouveau. Je n'étais pas libéré. J'étais marqué. Je pensais à Annie, à Max, à nous rire, à nos souvenirs. Tout ce que nous avions été. Et maintenant, tout ce que nous n'étions plus. La forêt avait effacé leur voix, et bientôt, elle effacerait aussi la mienne. Le vent le souffla plus fort, et pendant une fraction de seconde, j'entendis de nouveau ce sifflement, faible, lointain, mais assez clair pour me glacer jusqu'à l'âme. Je me recroquevillai contre moi-même, incapable de bouger, incapable de fuir. Et dans ce silence interrompu par cette mélodie macabre, une certitude s'imposa. Je n'étais pas sorti du jeu. Et toi qui écoutes mon histoire, tu dois comprendre une chose. Certains jeux ne s'oublient pas. Ils t'attendent, tapis dans l'ombre. Et si jamais tu entends ce sifflement, cours. Ou fiche-toi. Mais surtout, n'oublie pas la règle. Car une seule erreur peut te coûter la vie. Abonne-toi à Nuit d'horreur pour ne jamais manquer d'autres récits comme celui-ci. Mais prends garde, certains de ces récits pourraient bien réveiller quelque chose en toi. L'aube finit par se lever. Je ne savais plus si j'avais fermé l'œil une seule seconde. Accroupi près des restes du feu qui n'était plus qu'un lit de braise tiède, mon corps était vidé, mon esprit brisé. Le jour n'apportait aucun réconfort. La lumière grise filtrait à travers les arbres comme une brume sale, et elle éclairait cruellement les corps sans vie d'Annie et de Max. Je n'avais pas le courage de les toucher, pas le courage de fermer leurs yeux. J'avais l'impression que si je le faisais, je signerais définitivement la fin de tout ce que nous avions été. Alors je les laissais là, figés dans leur dernière expression, figés dans le jeu. Mes jambes me portèrent à peine jusqu'à ma voiture. Chaque pas était une victoire, chaque respiration un supplice. Quand je m'assis enfin derrière le volant, mes mains tremblaient si fort que je n'arrivais pas à mettre la clé dans le contact. Et pourtant, je partis. Je quittais Camp Greenlaw sans me retourner.
Je laissais derrière moi mes 2 meilleurs amis, mon enfance et un secret trop lourd pour jamais être raconté. Car qui me croirait ? Qui pourrait comprendre que des règles d'enfant, un simple jeu, puisse réclamer du sang en échange ? Depuis ce jour, le sifflement ne m'a jamais quitté. Parfois la nuit, parfois au milieu d'une rue bondée, parfois juste à l'instant où je crois m'endormir, il revient. Faible, insistant, comme un rappel, comme une promesse. Et chaque fois, je me fige. Car je sais que tôt ou tard, le jeu réclamera sa revanche. Alors si un jour, toi aussi, tu entends cette mélodie dans le vent, fais un choix. Avance ou reste immobile. Mais sache que, dans les 2 cas, tu n'en sortiras pas indemne. Camp Granelot a fermé depuis des années, mais dans ces clairières, sous ces arbres qui penchent encore, le jeu continue. Et certains soirs, quand la lune est basse, il attend de nouveaux joueurs. Souviens-toi de ceci. Certaines règles ne meurent jamais. Elles patientent. Et elles reviennent. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a glacé le sang, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Nuit d'horreur. Ici, chaque semaine, nous donnons voix aux ombres, aux légendes et aux cauchemars. Et toi ? Oseras-tu revenir jouer ?